Bien. Salut Alain. Bienvenue aux rencontres de la science humaine et la philosophie. Depuis plus de 30 ans, Alain de Benoît poursuit méthodiquement un travail d'analyse et de réflexion dans le domaine des idées. Métapoliticien, écrivain, journaliste, essayiste, conférencier, philosophe. Il a publié plus de 50 livres et plus de 3000 articles, aujourd'hui traduits dans un trentaine de langues différentes. Ses domaines de prédilection sont la philosophie politique et l'histoire des idées, mais il est aussi l'auteur de nombreux travaux portant notamment sur l'archéologie, la tradition populaire, l'histoire de religion ou les sciences de la vie. Indifférent au mode idéologique, récusant toute forme d'intolérance et d'extrémisme. Alain de Benoît ne cultive pas non plus une quelconque nostalgie restaurationniste, lorsqu'il critique la modernité, mais ce n'est pas au nom d'un passé idéalisé, mais en se préoccupant avant tout des problématiques postmodernes. Les aspects principaux de sa pensée sont au nombre de 4. 1. La critique conjointe de l'individu universalisme et du nationalisme ou de l'ethnocentrisme en tant que catégorie relevant l'une et l'autre de la métaphysique de la subjectivité. 2. La déconstruction systématique de la raison marchande, de la sémantique de l'intérêt et des multiples emprises de la forme capitale, dont le déploiement planétaire constitue à ses yeux la menace principale qui pèse aujourd'hui sur le monde. 3. La lutte en faveur des autonomies locales liées à la défense des différences et de l'identité collective. 4. Une autre prise de position en faveur du fédéralisme intégral, fondée sur les principes de subsidiarité et la généralisation à partir de la base des pratiques de la démocratie participative. Bon, aujourd'hui, nous discutons avec Jerónimo Molina, Domingo González et Javier Ruiz Portela, et je voudrais commencer par poser ces 3 questions. Attention, 1. L'apparent déclin de l'Empire américain, fuite d'Afghanistan, guerre commerciale avec la Chine, populisme, etc. 2. Le déclin de l'Europe, c'est évident, la sortie du Royaume-Uni, les problèmes de 2 vitesses entre l'Europe du Nord et les pics, le populisme aussi, etc. Et 3. La domination croissante des Chinois dans une situation mondiale en laquelle se poursuit le conflit avec les musulmans radicaux. Bien, Alain, quand tu veux. Très bien, c'est un vaste programme. Vous attendez une réponse, là? Oui, oui. Oui. Bon, écoutez, on va rester d'abord sur le premier sujet. Il faut revenir un peu en arrière, c'est-à-dire à la chute du mur de Berlin, pour voir ce qui s'est passé. Nous vivions avant dans un monde bipolaire, avec le monde dominé par l'Union soviétique et le monde dominé par les États-Unis d'Amérique, l'Europe comptant pour beaucoup moins. Et lorsque le système soviétique s'est effondré, il y a eu une période d'euphorie aux États-Unis, on se dit, qui a été très bien exprimée par le livre de Fukuyama sur la fin de l'histoire, croyant que désormais, les États-Unis d'Amérique avaient perdu tout concurrent ou compétiteur sérieux et qu'on allait rentrer dans un moment unipolaire dominé exclusivement par la toute-puissance américaine. Et puis, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui devait être le nouveau siècle américain s'est brisé au début du nouveau siècle, précisément au moment de la destruction des tours jumelles de
de New York. Les États-Unis ont vu pour la première fois les conséquences de la guerre sur leur propre sol, et eux qui ont toujours attaqué les autres, qui ont été d'ailleurs en guerre pratiquement durant toute leur histoire, ben, ils ont été attaqués sur leur propre sol, et symboliquement, la chute des tours jumelles a répondu à la chute du mur de Berlin. Et on a vu se développer d'abord le fait que l'histoire a repris ses droits et que l'on est entré dans une nouvelle période de transition. On a abandonné un ancien nomos de la Terre, pour parler comme Carl Schmitt, et on a commencé à se diriger vers un autre nomos dont les contours sont encore incertains. C'est ce qu'on a appelé aussi la montée du monde multipolaire. Mais tout ça est encore en cours. De même qu'à l'intérieur des pays occidentaux, les systèmes politiques, la situation politique est en période de transition, d'interrègne, de remaniement. On s'aperçoit qu'à l'échelle mondiale, à l'échelle géopolitique, là aussi, nous sommes dans une période de transition. Les périodes de transition sont toujours un peu difficiles à vivre parce qu'on sait ce qui a disparu, que l'on a connu, qu'on a parfois aimé ou pas, mais qu'on connaissait, et on voit se dessiner dans le brouillard les contours encore incertains d'un nouvel ordre des choses qui n'est pas toujours complètement clair. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Je crois qu'il y a deux événements récents qui sont évidemment significatifs. C'est banal de le remarquer, mais il faut quand même l'évoquer. Il y a d'abord la retraite lamentable et piteuse des Américains de l'Afghanistan. Je ne leur reproche pas de s'être retirés, ils auraient dû se retirer depuis bien longtemps, et pour commencer, ils auraient mieux fait de ne pas intervenir en Afghanistan. Mais ils l'ont fait dans des conditions absolument déplorables, d'impréparation générale, et on a vu se répéter ce que l'on avait déjà vu au Vietnam ou en Irak, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné leurs alliés. Quand on fait la guerre, c'est très important d'avoir des alliés. Et lorsque il est difficile de trouver des alliés parce que ceux que l'on pressent pour jouer ce rôle peuvent regarder ce qui s'est passé avant et voir que les États-Unis ont régulièrement laissé tomber leurs alliés, les choses deviennent évidemment difficiles. Je rappelle, pour mémoire, mais c'est quand même important, que les États-Unis, qui restent la plus grande puissance mondiale sur le plan militaire, le budget militaire américain dépasse la somme de tous les autres budgets militaires dans le monde. Cette immense puissance militaire n'a plus gagné une seule guerre depuis 1945. Elle a marqué quelques réussites ponctuelles, elle a gagné quelques batailles, mais elle a perdu toutes les guerres, ce qui est quand même très mauvais signe. Alors, comme toujours, lorsque l'on parle de guerre et de relation de l'ami à l'ennemi, il faut poser la question de savoir qu'est-ce qui est l'ennemi principal. La réponse n'est pas la même selon qu'on est américain ou européen, par exemple. Pour les Américains, aujourd'hui, il y a peu de temps encore, l'ennemi principal, c'était la Russie, qui, après une période d'effondrement à la fin du système soviétique, avec Boris Eltsine notamment, a retrouvé avec Poutine le rôle de grande puissance qu'elle a joué dans le passé, avec beaucoup de difficultés encore, mais on voit bien que les Russes constituent
un obstacle à l'expansionnisme américain, ce qui n'est pas nouveau, et ce qui nous permet aussi de comprendre qu'à l'époque du communisme soviétique, en critiquant la dictature stalinienne et soviétique, les Américains, en fait, critiquaient et s'opposaient à une grande puissance russe qui était là avant le communisme, pendant le communisme et après le communisme, et que par conséquent, l'antagonisme géopolitique reste constant, reste le même. Donc les Russes, c'est un compétiteur à nouveau pour les États-Unis. Mais entre-temps, il est apparu que son compétiteur, il y en avait un autre, en l'occurrence la Chine. Et aujourd'hui, on voit bien que, là aussi ce n'est pas nouveau, mais ça s'accélère, que les Américains resserrent autour du Pacifique et resserrent autour de la Chine leurs principaux objectifs et situent à cet endroit leurs principales inquiétudes. C'est la raison pour laquelle, de même qu'ils ont cherché à encercler la Russie nouvelle en poussant les forces de l'OTAN au plus près des frontières de la Russie, ils cherchent aujourd'hui à encercler la Chine, qui, selon la méthode chinoise classique, joue toujours le long terme, fait les choses très progressivement, se développe sur le plan commercial, industriel, technologique, militaire, spatial également, et constitue maintenant une véritable menace pour les États-Unis, je dirais une nouvelle guerre froide, en attendant peut-être une nouvelle guerre tout court. En tout cas, l'hypothèse est envisagée par des observateurs sérieux un peu partout qui n'excluent pas, même si ce n'est qu'une éventualité, qui n'exclut pas à terme, moyen terme, long terme, court terme, on ne sait pas, un affrontement armé entre la Chine et les États-Unis. Et évidemment, pour nous, la grande question, c'est de savoir si tel était le cas, qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce que nous choisirons? Alors, on peut donner des réponses dans l'abstrait, dans l'idéal, les réponses pratiques correspondant aux situations réelles sont évidemment autre chose. Personnellement, je dirais que les États-Unis aujourd'hui essayent de recréer avec leurs alliés, ou ce qu'il en reste, un bloc occidental comparable à celui qu'ils animaient à l'époque de l'Union soviétique, en essayant de regrouper ce bloc occidental sous l'étiquette du monde libre, qui n'avait d'ailleurs de libre que le nom, ce que l'on a vu clairement par la suite. Et aujourd'hui, l'ambition, c'est de recréer un nouveau bloc occidental dirigé directement contre la Chine. C'est dans cette optique qu'il faut situer un événement encore plus récent, dont vous avez certainement entendu parler, bien sûr, qui est la crise diplomatique actuelle entre la France et les États-Unis à propos de la décision australienne de revenir sur sa signature concernant la livraison d'un certain nombre de sous-marins français à l'Australie. Cette affaire a fait du bruit pour des raisons bien sûr financières, c'est quand même un contrat de 56 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, mais également pour des raisons de principe, c'est-à-dire que l'on a vu l'Australie, les États-Unis et subsidiairement l'Angleterre comploter véritablement contre la France en préparant dans son dos un accord qui lui serait défavorable, tout en feignant de dire qu'il n'y avait pas du tout de problème. La veille du jour où l'Australie a notifié à la France qu'elle annulait le contrat, l'Australie faisait encore savoir à la France qu'elle était très satisfaite d'avoir signé le contrat. Donc on est devant une duplicité qui a frappé la France dans le dos et qui explique la relative fermeté avec laquelle le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a réagi. Il a dit, bon, l'affaire n'aura pas de suite parce que la France n'a ni la volonté
ni les moyens de tirer toutes les leçons de cette affaire, mais elle est quand même très significative, d'autant plus que l'OTAN, les dirigeants de l'OTAN sont restés rigoureusement muets durant cette affaire et durant cette crise, ce qui conduit encore une fois à s'interroger sur l'utilité de l'OTAN. L'OTAN a été créée après la Seconde Guerre mondiale pour répondre à la menace soviétique. C'était une alliance de l'Atlantique Nord. L'Union soviétique a disparu, le pacte de Varsovie a été dissous et l'OTAN est toujours là. Et il propose maintenant de se transformer dans une police mondiale sous commandement américain qui n'a plus aucun rapport particulier avec l'Atlantique, nord, sud ou autre. Alors, évidemment, la véritable question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que nous faisons dans l'OTAN? Personnellement, je suis absolument favorable à ce que la France sorte de l'OTAN, mais si d'autres pays européens pouvaient le faire, ce serait encore mieux. Le problème, c'est qu'on sait bien aujourd'hui que les différents pays européens n'y sont pas du tout résolus, car l'alternative à la sortie de l'OTAN, ce serait une force de défense militaire proprement européenne, que les pays européens ne le veulent pas, à la fois pour des raisons financières, parce que l'Europe est inexistante, et parce qu'ils continuent d'entretenir l'illusion sur le soi-disant parapluie américain. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, et je conclurai provisoirement là-dessus. Dans le cas d'une confrontation armée entre la Chine et les États-Unis, qu'est-ce que nous devrions faire? Eh bien, à mon avis, nous ne devrions pas nous aligner sur les États-Unis. Ça ne veut pas dire apporter un soutien actif aux Chinois, mais ça veut dire au moins garder une certaine neutralité afin de faire savoir que nous pouvons être en concurrence avec la Chine, mais que nous n'avons aucun intérêt à être en confrontation armée avec la Chine et qu'il n'y a pas lieu d'engager les forces européennes comme des forces à nouveau supplétives au service des États-Unis pour régler leurs différends avec les Chinois. Voilà, donc concurrence éventuelle avec la Chine, pas de confrontation armée et réexamen de notre position par rapport à l'OTAN et à l'Alliance Atlantique. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à votre première question et afin de laisser un peu la parole aussi à nos autres amis. Alors, vos interventions. Alors, bien, Jerónimo, Domingo, Javier, cuando queráis. Alors, Javier, si tu veux, je vais essayer de te donner la parole. Micrófono. Apparemment, Micrófono, Javier. Javier a des problèmes avec son micro. Ah. Non. Ah, je suis désolé de ne pas parler l'espagnol. Hein. Ça serait beaucoup plus facile. Sinon, après, Javier récupérera son micro. Alors, Alain Benoît, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Je voudrais juste vous poser une question concernant justement cette affaire du crépuscule de l'universel, parce que c'est le titre justement d'un livre publié récemment par la philosophe Chantal Delsol. Oui. C'est un titre très, très illustratif. Je pense que ça correspond à peu près à ce que vous nommez le retour de l'histoire, quelque part, puisque vous êtes un critique de toute forme d'universalisme. Alors justement, je voudrais savoir si ce crépuscule de l'universel, ce retour de l'histoire, a quelque chose à voir avec ce qu'on nomme aujourd'hui les populismes, ou le retour des populismes. J'imagine que vous connaissez très bien l'œuvre de Christophe July, qui est un géographe français, oui. Souvent attaqué par enfin, le monde académique. Et il a écrit récemment que pour la première fois depuis les années 80, la classe dominante fait face à une véritable opposition
les gens ordinaires sont sortis du ghetto culturel dans lequel ils étaient assignés et ils font irruption au salon. Alors, je pense que c'est une formule assez Parlante, oui. parlante, oui, justement pour prouver que ce mouvement de fond, crépuscule de l'universel, retour de l'histoire, a quelque chose à voir avec les mouvements politiques qu'on peut voir sous nos yeux en Europe, justement, puisque la question de Alors, l'Europe est très importante. Alors, ma j'aimerais réponse, savoir comment vous voyez oui, cette situation. ma réponse, c'est oui, mais il faut faire un détour pour expliquer ça, parce que le rapport entre les deux n'est pas tout à fait évident. Je disais tout à l'heure que nous sommes dans une période de transition. Les périodes de transition, encore une fois, sont difficiles à vivre parce qu'elles se caractérisent aussi par une crise. La notion de crise, c'est celle qui domine. Il y a une crise actuellement dans tous les domaines. Il y a une crise de la démocratie libérale, qui est un modèle visiblement à bout de souffle, c'est-à-dire le modèle de démocratie représentative et parlementaire, qui ne fonctionne plus, et qui ne fonctionne plus parce que les gens constatent que, quelles que soient les équipes qui viennent au pouvoir, c'est toujours la même politique qui est faite. La droite et la gauche ne se distinguent que par les moyens de parvenir au même but, et ils n'y trouvent jamais leur compte. Aujourd'hui, où les familles sociopolitiques ont plus ou moins éclaté, on voit des gens qui ont successivement voté pour tous les partis, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, et qui n'ont jamais obtenu ce qu'ils voulaient. Donc, tout cela nourrit une extraordinaire défiance vis-à-vis de la caste, c'est-à-dire de la classe politique, toutes tendances confondues, qui est une caste transnationale, hors sol, déconnectée des enracinements nationaux et des réalités populaires, et qui ne comprend même plus comment vivent les peuples. Alors il faudrait aller plus profondément, voir comment les partis de gauche en particulier se sont progressivement coupés des peuples, à la fois parce qu'ils se sont ralliés au système capitaliste en acceptant à partir de 1983 le principe de la société de marché, et puis aussi parce qu'ils se sont aperçus que le peuple pensait tout autre chose que ce que la gauche traditionnelle pensait, ce qui fait qu'ils ont préféré prendre leur distance vis-à-vis du peuple et parallèlement miser sur une immigration massive en espérant trouver un électorat ou un prolétariat de rechange, ce qui était tout à fait illusoire. Donc, la déconnexion entre le peuple et la gauche, plus généralement la déconnexion entre le peuple et la classe politique, s'est traduit d'abord par l'abstention, par une extraordinaire crise de défiance, défiance vis-à-vis des hommes politiques, défiance vis-à-vis des institutions, défiance vis-à-vis des experts autoproclamés, défiance également vis-à-vis de la presse et plus généralement des médias. Dans cet état de crise généralisée, qui est vraiment très marqué en France, mais dont on retrouve l'équivalent à des degrés divers dans la plupart des pays d'Europe, notamment, je crois, en Espagne, évidemment, on est dans un certain brouillard, dans une certaine confusion. Là aussi, comme je le disais tout à l'heure, on voit le système qui disparaît, et puis on ne voit pas très bien ce qui apparaît. Mais on voit des nouveaux clivages. On observe par exemple que sur tous les grands problèmes de la vie politique actuelle, les clivages traversent les différentes familles de partis traditionnels. La droite n'a pas une position unanime, et puis la gauche une autre. De droite et de gauche qui ont les mêmes, et puis inversement. On s'aperçoit aussi que le système de la démocratie libérale, qui était un système en quelque sorte horizontal, était aussi le vecteur du clivage droite-gauche. On peut représenter ça par une ligne horizontale, droite, gauche, ou inversement,
et au fil des événements, du temps, des élections, un curseur se promène plus dans un sens ou plus dans l'autre. C'est ce modèle horizontal qui est en train de disparaître aujourd'hui au profit d'un modèle vertical. Et le modèle vertical, ce sont les classes populaires ajoutées à la section inférieure des classes moyennes qui se trouvent aujourd'hui en voie de déclassement, de paupérisation, droite, gauche ou inversement, et au fil des événements, du temps, des élections, un curseur se promène plus dans un sens ou plus dans l'autre. C'est ce modèle horizontal qui est en train de disparaître aujourd'hui au profit d'un modèle vertical. Et le modèle vertical, ce sont les classes populaires ajoutées à la section inférieure des classes moyennes qui se trouvent aujourd'hui en voie de déclassement, de paupérisation, je cherche le mot, peu importe, de paupérisation et de menace générale de leur niveau de vie, et qui rejoignent de ce fait les classes de précarité, voilà le mot que je cherchais, et qui rejoignent aujourd'hui les classes populaires, et qui forment une sorte de bloc de base, où droite et gauche ne veulent plus dire grand-chose, mais qui regroupent des gens qui estiment être laissés pour compte, invisibilité et rejetés par la classe politique dans son ensemble. Et la question, c'est de savoir si ce bloc peut devenir hégémonique, au sens que Gramsci donnait à ce terme. Alors, c'est difficile de le dire parce que ces forces populaires que l'on voit surgir avec force à tel ou tel moment, avec les Gilets jaunes, par exemple, en France, à l'occasion des manifestations auxquelles la crise sanitaire a donné lieu, et la montée générale des partis ou des mouvements qu'on appelle populistes, terme éminemment équivoque parce qu'il recouvre des choses très différentes, mais qui a quand même une certaine réalité, car l'idée de base, c'est le peuple contre les élites qui ont trahi. Et si un jour il doit y avoir de nouvelles vraies élites, c'est chez le peuple, sujet historique de notre temps, qu'il faudra aller les rechercher. Donc, c'est là où je réponds plus directement à la question de notre ami Domingo, qui est que, oui, entre le retour de l'histoire, entre la crise générale et le populisme est véritablement un phénomène des époques de transition. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai publié un livre là-dessus, je l'ai appelé le moment populiste. Ça ne veut pas dire que nous rentrons dans l'ère du populisme, mais que nous sommes dans un moment populiste. Ce moment disparaîtra sans doute à l'heure où de nouveaux clivages seront apparus, où de nouvelles forces seront révélées, où dans l'ordre géopolitique international, un nouveau nomos de la Terre aura sans doute vu le jour. Et bon, ça, c'est pour demain. Mais pour l'instant, ces populismes, et quand je parle des populismes, je ne parle pas seulement des mouvements populistes, qui peuvent être de diverses natures, mais également d'un populisme plus spontané, ce que le politologue français Vincent Coussonnière a appelé le populisme du peuple. Eh bien, ce populisme qui est là, qui apparaît, qui disparaît, qui réapparaît, il n'est pas très organisé, il est mal organisé. Donc, il est à la fois insaisissable, mais il n'a pas non plus les idées très claires. Il n'a pas une idéologie fondamentale, il n'est pas uni par une même conception du monde. Et je rappellerai ici que le populisme n'est pas une idéologie, mais surtout un style, un mode de faire la politique qui peut se combiner avec des idéologies très différentes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on parle parfois commodément de populisme de droite ou de populisme de gauche. Pourquoi est-ce que le populisme va continuer à se manifester sous des formes
que nous ne connaissons pas, tout simplement parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets et que les causes qui ont engendré le populisme, elles sont toujours là. Elles sont toujours là, aussi longtemps qu'il y aura cette triple insécurité qui frappe les classes populaires et certaines parties des classes moyennes, insécurité politique, insécurité sociale avec la précarité qui s'étend, les inégalités qui s'étendent, et insécurité culturelle avec une immigration massive qui entraîne tous les phénomènes que nous connaissons, même si, il faut bien le dire, parfois on fantasme aussi parce que les points de vue sont tellement extrêmes en la matière qu'on a l'impression qu'on ne peut répondre à un excès par un autre excès. Cela dit, les problèmes sont là, les pathologies sociales sont là, et ce sont évidemment les classes populaires qui subissent le plus de plein fouet les conséquences de cette immigration. C'est les gens qui vivent au contact. Si les banlieues populaires se vident aujourd'hui de leur population européenne parce qu'elle ne parvient plus tout simplement à y vivre, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas les bobos des beaux quartiers et les gens puissants et riches qui ont affaire à ce type de problème. C'est la raison pour laquelle ils ne comprennent pas du tout ce que veulent les classes populaires. Voilà, je pense avoir répondu à peu près à la question de Domingo, qui faisait à juste titre un lien qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Merci. Pour enchaîner avec ce que tu viens de dire, compte tenu de ces malaises, de cette méfiance de la part d'une population de plus en plus nombreuse à l'égard de la caste politique, est-ce que, à ton avis, l'irruption de quelqu'un qui est hors de la caste, je pense notamment à Éric Zemmour, est-ce qu'il peut avoir des chances d'emporter son pari? Qu'est-ce que tu penses du phénomène Zemmour et des chances qu'il peut avoir? Alors, c'est un cas un peu spécial et particulier. Éric Zemmour est un polémiste de grand talent, un homme qui a une très bonne culture, historique surtout, quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais bien, que je considère comme un ami. Il a pris l'initiative que tu connais et dont on parle évidemment beaucoup parce que c'est un élément nouveau et on va voir. J'ai beaucoup d'amis qui sont très favorables à l'idée d'une candidature Zemmour, qui pensent qu'il peut l'emporter. Bon, moi, je suis beaucoup plus réservé. Honnêtement, je ne pense pas que Zemmour puisse gagner l'élection présidentielle. Il n'a pas le tempérament d'un chef d'État, il n'a pas une carrure présidentielle, il a beaucoup de qualités, mais ce n'est pas parce qu'on est un très bon polémiste qu'on est un très bon homme d'État. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense aussi que la position de Zemmour est assez délicate, car il vise deux électorats différents. Il vise d'abord des gens du milieu LR, c'est-à-dire les républicains, disons la fraction de droite des républicains, qui se sent un peu plus proche de Marine Le Pen que de Macron, mais qui hésite à voter Macron parce qu'il la trouve quand même un peu trop radicale, trop extrême. Et Zemmour s'adresse à ces gens-là en leur disant ben moi, je suis contre Macron, je ne suis pas Marine Le Pen, donc ça va vous intéresser. Et puis il y a un autre électorat qui lui est beaucoup plus radical, je dirais qu'il se situe parfois dans l'ultra-droite. Ce sont d'anciens dissidents du Front National, des gens qui reprochent à Marine Le Pen d'avoir voulu se dédiaboliser exagérément, de s'être banalisé, d'avoir un peu affadi son discours, donc de s'être un peu rallié au système dans l'espoir d'y pénétrer, et qui pense que Zemmour tient un discours plus radical, plus ferme, plus extrême, si l'on veut. Alors évidemment,
Le grand problème, c'est que ces deux électorats sont des électorats opposés. Il est très difficile de répondre en même temps à la demande de ceux qui trouvent que Marine Le Pen est trop radicale et de ceux qui trouvent qu'elle ne l'est pas assez. Ça, c'est un gros problème, à mon avis, pour Éric Zemmour. Je pense que, notamment à droite, beaucoup de gens ont été déçus par Marine Le Pen. Ce sont les mêmes qui constatent que le Rassemblement national n'est pas dans un bon état aujourd'hui, que ce soit financièrement ou humainement, et donc les reproches se sont accumulés contre Marine Le Pen. Et pour ces gens-là, l'essentiel objectif de la prochaine élection présidentielle, c'est pas de la gagner, c'est de faire partir définitivement Marine Le Pen, c'est de dégager Marine Le Pen. Et je pense que cela instrumentalise Zemmour en se disant, grâce à Zemmour, on va faire partir Marine Le Pen, ce qui n'est pas impossible, car si Zemmour monte encore un peu, il peut très bien empêcher Marine Le Pen d'arriver en tête au premier tour, et peut-être peut-il même l'empêcher d'être présente au second tour. Ça ne sera pas au bénéfice de Zemmour. On aura à ce moment-là ou Macron encore pour 5 ans, ou Valérie Pécresse, Michel Barnier, Xavier Bertrand ou que sais-je, hein, c'est-à-dire là un homme du système. Mais ils se disent c'est mieux parce qu'on n'aura plus à compter avec l'hypothèque Marine Le Pen, on rebâtira là-dessus et dans 5 ans, ça sera la porte ouverte pour Marion Maréchal. Voilà le calcul qu'ils font. Je trouve que c'est un calcul personnellement très risqué. C'est un peu la politique du pire. Et la politique du pire, malheureusement, c'est parfois la pire des politiques, n'est-ce pas? Voilà ce que je peux dire. Cela dit, mon estime pour Éric Zemmour est tout à fait grande, mais je ne partage pas les enthousiasmes et les espoirs. Au stade actuel, personne ne sait évidemment comment tout cela va se transformer. Vous savez bien qu'en France, les 6 mois ou les 8 mois qui précèdent les élections présidentielles, c'est généralement une succession de coups de théâtre et tout ce qu'on avait prévu ne se déroule pas comme prévu et tous les candidats finalistes dont on considère comme sûrs qu'ils allaient être finalistes, bien souvent ne le sont pas. Donc il y a une très grande part d'inconnus. Dans cette part d'inconnu, il y a jusqu'où peut monter Zemmour, qui peut monter, qui peut aussi redescendre brusquement, on l'ignore, on verra bien. Mais voilà, comme tu me poses la question sur Zemmour, voilà une réponse très franche, très directe. Merci. Oui, Alain, Oui. Je crois que tu es une personne finalement optimiste. J'ai écouté beaucoup de fois de dire que l'histoire est toujours ouverte. Et j'ai trouvé toujours dans tes opinions au respect un coup de vitalité, d'énergie. Il ne faut pas désespérer, etc. Mais bien sûr, l'histoire est toujours ouverte. Et alors, on a la constatation avec le Covid et la situation qui s'est développée à partir de l'année dernière. Et alors, qu'est-ce que tu penses à propos du contrôle, de la possibilité d'une vaccination obligatoire, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, d'abord, cher Géronimo, non, je ne suis pas un optimiste. Je ne suis pas un optimiste, je dirais même que de tempérament, je suis plutôt un pessimiste. L'histoire est ouverte, c'est vrai, mais l'histoire, elle est tragique également. Et si elle est ouverte vers le meilleur, elle est aussi ouverte vers le pire. Oui. Je ne suis pas loin de penser comme Carl Schmitt, l'image du catéchone, n'est-ce pas? On peut peut-être retarder un peu
la chute, mais ce n'est jamais qu'un délai supplémentaire. Pour tout dire, je suis assez spenglerien. Je crois que les civilisations ne sont pas immortelles. Je pense que ceux qui raisonnent comme si leur culture, leur civilisation pouvaient traverser, bien sûr, des périodes difficiles, mais finalement, ça ira bien, ont des chances de se tromper. Je crois que les civilisations se terminent et quand on regarde autour de nous, beaucoup de choses nous poussent à penser que nous sommes rentrés dans cette période terminale ou hellénistique, pour parler en plus jolis termes. Donc non, je ne suis pas optimiste, mais j'ai toujours dit aussi qu'il fallait être actif. Que l'on soit pessimiste ou optimiste, nous n'avons pas d'autre ressource que de continuer à nous battre. Sinon, ce n'est pas la peine de vivre. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'on ne se bat pas parce qu'on a des raisons de gagner. On se bat parce qu'il faut se battre, que l'on ait ou non des raisons de gagner. Mais ça, ce n'est pas toujours facile à faire comprendre. C'est plus facile de dire aux gens, l'histoire est toujours ouverte, vous verrez bien, etc. Nous avons un ami que Javier connaît bien connu, c'est Dominique Wenner, que nous aimons tous les deux beaucoup, qui était un peu un anti-Spengler, n'est-ce pas? Lui, il disait, l'Europe est en dormition. Alors elle s'est endormie, là, mais un jour elle va se réveiller, c'est sûr. Peut-être. Je lui disais souvent, Dominique, peut-être qu'elle va se réveiller, mais peut-être qu'elle est dans un coma définitif, n'est-ce pas? En fait, nous n'en savons rien. Bon. Alors, ce qui est vrai, c'est en revanche que l'histoire, c'est aussi le domaine de l'imprévu. Tous les grands événements qui ont façonné le monde depuis 50 ans, personne ne les a vus venir, à commencer par la chute du système soviétique. 6 mois avant la chute du mur de Berlin, les hommes politiques en Europe, François Mitterrand le premier, continuaient à dire l'Union soviétique est là pour des décennies et des décennies, c'est pas demain qu'elle va s'effondrer. Et puis, elle s'est effondrée. Elle n'a pas explosé, elle a implosé. Ça, c'était de l'imprévu. Et la crise sanitaire, c'est aussi un peu de l'imprévu. Imaginez, quelqu'un qui, il y a 4 ans ou 5 ans, serait venu nous dire, dans 2 ou 3 ans, vous n'aurez plus le droit de sortir de chez vous. Vous devrez respecter le couvre-feu. Vous ne pourrez pas vous réunir à plus de 3 ou 4. Vous ne pourrez pas recevoir autant d'amis que vous voulez chez eux. Vous ne pourrez plus embrasser vos proches. Vous ne pourrez plus aller à l'office religieux. Vous ne pourrez plus aller enterrer votre grand-père avec les gens que vous voulez. Vous serez obligé de vous soumettre à des gestes barrières, à ne plus vous serrer la main, à ouvrir les fenêtres, etc., etc. Nous aurions dit, vous exagérez quand même un peu, hein. Vous êtes un peu complotiste. Et tout ça s'est réalisé à la faveur de cette crise sanitaire, qui évidemment a donné lieu à énormément de fantasmes et à un déferlement, un Niagara d'opinions contradictoires qui font que les gens n'y comprennent plus rien, n'y s'y reconnaissent plus. Alors moi, mon opinion, c'est la suivante. Le Covid-19, c'est une maladie virale réelle. Elle est apparemment très contagieuse, mais elle est très peu létale. Elle tue, toutes les maladies tuent, mais elle tue peu. On n'est pas à 1% de taux de mortalité pour les gens qui sont atteints de cette maladie. Et évidemment, ce qui frappe alors, c'est pas qu'on recherche des vaccins, moi je trouve normal qu'on recherche des vaccins, et s'il y en a, qu'on les mette en circulation, mais ce qui frappe, c'est l'extraordinaire disproportion entre la mise à l'arrêt
du monde entier, dans le monde entier, partout, pour venir à bout d'une épidémie qui est de celles qui ont tué le moins de gens dans l'histoire. Ça, cette disproportion, elle existe et on s'interroge. Alors évidemment, les complotistes ont leurs réponses qui, comme toujours, contiennent 10% de vérité et puis 90% d'extrapolation plus ou moins fantaisiste. Mais on voit bien avec le passeport sanitaire, par exemple. Le passeport sanitaire, c'est sans précédent, ou presque. C'est un passeport intérieur. C'est la première fois qu'on instaure un passeport à l'intérieur pour les citoyens d'un pays. Ça existait en Union soviétique à une époque, ça existe en Chine aujourd'hui, ou alors sur le plan social, au 19e siècle, en France, il y avait ce qu'on appelait le livret ouvrier. Les ouvriers qui changeaient de région devaient faire tamponner leur livret pour qu'on sache où ils étaient et venir à bout des classes dangereuses. Le passeport sanitaire, qui est une absurdité d'ailleurs, parce que c'est l'un ou l'autre, où la vaccination est à peu près obligatoire, il n'y a pas de raison qu'il y ait un pass sanitaire, où le pass sanitaire est obligatoire et la vaccination ne sert pratiquement à rien. Alors évidemment, à la faveur de toutes ces choses-là, et je passe sur les fermetures, les ruines de secteurs entiers, l'effondrement du tourisme, les fermetures de restaurants, de cafés, de magasins, de centres commerciaux, de cinéma, de théâtre, d'opéra, etc. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en place à la faveur de cette crise. Je dis qu'il se met en place à la faveur car je ne crois pas à l'explication complotiste en disant qu'on a lancé volontairement cette épidémie pour parvenir à ce but. Si ça avait été le cas, on n'aurait pas eu l'accord de tous les pays du monde, quel que soit leur régime. Mais à la faveur de cette crise, on voit se mettre en place de plus en plus nettement ce que l'on pouvait pressentir depuis déjà 10 ou 15 ans, c'est-à-dire l'installation d'une société de surveillance et de contrôle appuyée sur une technologie nouvelle qui ne cesse de se développer depuis l'intelligence artificielle, les reconnaissances faciales et tout un tas de procédés qui font que vous êtes numérisé, connecté, fiché, surveillé, contrôlé, comme personne dans l'histoire de l'humanité, y compris dans les régimes les plus totalitaires, ne l'a été. Grâce aussi aux réseaux sociaux, où les gens racontent leur vie sans s'imaginer que tout ça est enregistré pour l'éternité ou presque. Donc là, il y a un vrai sujet de préoccupation. Vers quel monde allons-nous? Je crois que nous allons dans un monde où la Chine sera de plus en plus présente et nous allons par ailleurs dans un monde où le monde numérisé et contrôlé sera de plus en plus présent, ce qui pose tous les problèmes qu'on peut imaginer. L'homme de l'avenir, ce sera l'homme sinon transhumanisé, augmenté, du moins connecté. Nous allons vivre dans un monde d'objets connectés. Connectés à quoi? Bon, on ne sait pas très bien. Connectés à 1000 choses qui sauront tout de vous. Si vous avez mangé trop de sucre la veille, qui pourra vous le dire par l'ustensile que vous portez au poignet. C'est un exemple caricatural, bien sûr. Là, il y a quelque chose de très fondamental qui mérite une réflexion. C'est ce que Michel Foucault avait appelé le biopouvoir, c'est-à-dire le contrôle de la population par des moyens qui ne sont plus du totalitarisme hard, mais par le contrôle de la santé, de l'alimentation, du mode de vie dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un vrai sujet de réflexion. Il y a des gens qui ont déjà réfléchi d'ailleurs, mais moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Voilà. Bien.
Et que pensez-vous des idées de la décadence de l'Occident et de la France aussi, que, par exemple, dit l'écrivain Michel Houellebecq? Ben, le déclin de l'Occident, on ne va pas en reparler. J'ai évoqué Spengler tout à l'heure. Vous savez que pour moi, l'Occident, c'est une notion historique et qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens. Parce que l'Occident, à l'époque de la guerre froide, c'était les États-Unis plus l'Europe. Or, les États-Unis et l'Europe, pour moi, c'est des choses totalement différentes, potentiellement opposées, géopolitiquement distinctes, car je crois fondamentalement que les intérêts européens et les intérêts américains ne peuvent pas coïncider sur le long terme. En termes schmittiens, les États-Unis, c'est le pays de la mer, l'Europe, c'est le pays de la terre. Et par conséquent, l'Europe, il faut la considérer en relation avec le grand continent eurasiatique. La France, dans tout cela, la France est dans un déclin absolument évident. Les Français sont d'ailleurs les recordmen de la dépression et du pessimisme et du déclinisme, ce que vous devez savoir. Beaucoup de gens sont pessimistes en Europe, mais les Français battent tous les records. Il y a des raisons objectives à cela, la désindustrialisation, l'effondrement de la classe politique, la crise de défiance dont on a parlé, la renaissance de la lutte des classes, incontestablement, très bien démontrée par Christophe Guilluy, dont parlait Domingo tout à l'heure, le fait que les gens sont dans des professions de service qui ne dégagent pas de plus-value particulière, la désindustrialisation liée à la mondialisation, à la mise en concurrence d'un prolétariat sous-payé avec les travailleurs européens, le fait que les gens ne rentrent plus dans une entreprise que pour quelques années, dans la majeure partie des cas, que la précarité devient... nous sommes sortis de l'idéologie du progrès pour laquelle l'avenir serait nécessairement meilleur. C'était l'époque des lendemains qui chantent. Aujourd'hui, les lendemains ne chantent plus, ils font peur. Les gens ont peur, ils ont peur de tout, même de la science d'ailleurs. À la faveur de la crise sanitaire, ils ont vu que les experts dont on faisait si grand cas étaient en désaccord sur à peu près tout, tout comme n'importe qui. Donc, qui croire dans ces conditions-là? Donc, la crise de défiance est aussi étendue au secteur scientifique. C'est la période de l'entre-deux, n'est-ce pas? On peut la représenter de façon poétique à la façon de Jünger, qui dit les dieux anciens sont morts, les dieux nouveaux ne sont pas encore nés, ou de Heidegger, seul un Dieu peut nous sauver, ou comme Gramsci, nous sommes dans l'entre-deux, dans l'interrègne, et c'est là où apparaissent les monstres, n'est-ce pas? Bon, il y a plusieurs manières de décrire tout cela, mais tout ça concourt à expliquer le moment à la fois décisif, parce que c'est là que se nouent les choses et que vont apparaître les nouveaux clivages, le moment décisif, assez déprimant, il faut bien le dire, n'est-ce pas? Quand on se réveille le matin, on n'a pas vraiment de raison de s'enchanter, d'exulter. Moi, j'appartiens à une génération. Personnellement, j'ai jamais connu de grand événement qui m'ait profondément réjoui de toute ma vie, sauf peut-être la chute du mur de Berlin, et encore, parce que la réunification, malheureusement, s'est faite sous la forme d'une absorption de l'ancienne Allemagne de l'Est dans le modèle libéral et occidental. Ça, c'est aussi la chute de l'Union soviétique a eu elle-même des effets pervers. Jusque-là, elle bloquait la mondialisation, que là, elle a rendu complètement possible. Les pays de l'Est sont sortis de l'ère communiste avec beaucoup d'illusions, en s'imaginant qu'ils allaient rentrer dans l'Eldorado de l'OTAN, de l'argent facile, et puis ils se sont aperçus que l'Occident avait lui aussi ses problèmes. Et heureusement, d'ailleurs,
réagissent. La Hongrie de Orban, la Pologne, les pays voisins comprennent que l'Occident, c'est bien joli, mais si c'est pour se retrouver avec le nombre de chômeurs, d'immigrés, le déficit public et la précarité sociale que l'on voit en France, ils ont plutôt intérêt à se replier sur eux-mêmes. Voilà. Bien, merci beaucoup. S'il y a plus tard les dernières demandes de Domingo et de Javier. En ce qui me concerne, je n'ai plus de questions à poser. Oh, je crois qu'on a déjà le tour. On peut parler toute la nuit, évidemment. Mais, très bien, très bien. On a déjà évoqué, je crois, des grands points de discussion actuels et je dois vous remercier les uns les autres. Muchas gracias a Domingo, a Javier, a Antonio, a Jerónimo. Et voilà.